Bonjour à tout le monde. Je vais laisser les dernières personnes s'installer rapidement. Avant de commencer, je voulais remercier les organisateurs et les organisatrices pour, d'une part, l'organisation du colloque, mais aussi l'invitation pour présenter cette présentation. Comme les précédents intervenants, moi j'ai légèrement modifié le titre par rapport au programme, mais l'esprit est le même. Je vais vous présenter donc un travail que j'ai intitulé de l'enquête aux traces numériques, mémoire statistique des pandémies. Et donc, je vais vous présenter ça de moi en tant que doctorant en sociologie au Centre Maurice Halifax, mais surtout en fait en tant que statisticien de l'INSEE. Ce sont mes deux casquettes. Les pandémies, en fait, sont toujours un moment intéressant du point de vue des statistiques parce qu'elles laissent place très régulièrement à une intense activité de quantification. Quantifier pour comprendre, quantifier pour aussi gouverner ce moment particulier qu'est l'événement pandémique. Et c'était la problématique, la question que je voulais poser en fait dans cette présentation. Finalement, que laissent les statistiques comme prise à la mémoire et à l'histoire pour penser les pandémies? Et pour répondre finalement à cette question et apporter quelques éléments de réponse, je voulais présenter deux exemples que l'on pourrait essayer de distinguer comme deux paradigmes légèrement différents quant à la trace que les statistiques vont pouvoir laisser pour penser la mémoire des pandémies. La première, c'est une forme très classique qui est l'enquête de statistiques et plus spécifiquement en contexte pandémique, l'enquête de statistiques sanitaires. Et l'exemple que je prendrai pour évoquer cet exemple est le recensement des Indes britanniques de 1901 et particulièrement à Bombay, qui est aujourd'hui un document historique d'intérêt pour penser la troisième et dernière pandémie de peste. Et le deuxième exemple qu'on pourrait prendre, c'est un exemple que j'avais pu présenter lors du colloque de l'année dernière et sur lequel je pourrais revenir, qui porte plus spécifiquement sur les traces numériques laissées pendant la pandémie, et particulièrement là, dans l'exemple que je vais prendre, sur les questions qui ont été adressées aux décodeurs du monde, qui sont le service de fact-checking, et comment finalement une base de données a pu être constituée, des travaux statistiques commencés pour comprendre la pandémie, l'incertitude laissée par la pandémie. Et voilà, en conclusion, j'essaierai de contraster un petit peu ces deux exemples pour montrer comment ils peuvent laisser place et laisser prise à différentes mémoires des pandémies. Alors pour commencer, je ferai juste une petite citation d'Alain Desrosières, qui est un statisticien de l'INSEE, mais aussi un sociologue qui a, lui, initié un courant qu'on intitule aujourd'hui la socio-histoire de la quantification, et qui avait cette phrase qui me servira pour le reste de la présentation: quantifier, faire des statistiques, c'est convenir puis mesurer. Pour faire des chiffres, il faut d'une part convenir, c'est-à-dire faire des conventions d'équivalence, créer des catégories, des nomenclatures dans lesquelles qui vont permettre de créer des cases. Et puis ensuite, il faut mesurer, c'est-à-dire remplir ces cases et administrer finalement, par exemple, des questionnaires. Alors pour le premier exemple que je voulais prendre, le recensement des Indes britanniques de 1901, on est ici sur un exemple qui s'inscrit dans une tradition héritée du 19e siècle, les enquêtes de statistiques, qui nécessitent en fait la création de bureaux de statistiques au sein des administrations, notamment dans les pays européens. Et très vite, en fait, dans les pays d'Europe de l'Ouest, que ce soit, prenons l'exemple du Royaume-Uni, en fait, très vite, les statisticiens, une fois qu'ils ont créé des bureaux au sein de l'administration, l'une des premières préoccupations qu'ils ont eues en tant que statisticiens, ça a été la statistique sanitaire. De créer des enquêtes pour comprendre les conditions à la diffusion des épidémies lorsqu'elles survenaient, mais aussi les conditions de vie, et donc de comprendre un petit peu les conditions sanitaires de la population dans un contexte d'industrialisation. Je disais que c'était une question qui se posait à l'époque, et intellectuellement, ça rejoignait des courants tels que ce qu'on appelait à l'époque l'hygiénisme, et qui a dérivé ensuite vers l'eugénisme. Et donc, tout au long du XIXe siècle, en fait, l'invention de la statistique, au sens moderne du terme, a été concomitante finalement de l'invention de la statistique sanitaire. Et le recensement des Indes britanniques de 1901 en est un bon témoin. Les Indes britanniques, donc, quand on est en 1901, c'est la plus grande colonie du monde. Il y a une occupation coloniale depuis plusieurs siècles. Et l'administration coloniale britannique
aux Indes, réalise un recensement depuis les années 1870, tous les 10 ans, pour connaître la population. Le recensement, à l'origine, n'est pas du tout une enquête de statistiques sanitaires. C'est une enquête pour connaître la population, une enquête qui se veut d'ailleurs exhaustive. Le terme d'enquête n'est pas tout à fait approprié dans ce cas-là. Et c'est une enquête qui documente, dans le cas des Indes britanniques, à la fois la population, mais également, au-delà de la population, compter les personnes. Il s'agit aussi de compter, dans ce contexte colonial particulier, le nombre de personnes dans telle ou telle caste, le nombre de personnes de telle ou telle religion, tout un ensemble de choses qui seraient aujourd'hui comptées de façon très différente. Dans le cas de 1901, on est dans un contexte de collecte du recensement qui est très particulier, puisque Bombay a en fait été touché très massivement par la peste, qui était appelée la peste chinoise à l'époque, puisqu'elle avait commencé en Chine, entre 1896 et 1898. Et lors de la préparation de ce recensement décennal, dans le district administratif de Bombay, se pose la question, finalement, de comment ce recensement va pouvoir aussi aider à comprendre l'événement pandémique. Et aujourd'hui, les documents qui nous restent de cette enquête et du recensement des Indes britanniques de 1901 à Bombay sont des documents qui informent, à la fois pour l'histoire et pour la mémoire, ce contexte de la pandémie. De plusieurs façons. Premièrement, de façon très classique, les statisticiens, lorsqu'ils mènent leur enquête après la pandémie, ils comptent des survivants. Et donc, ils vont pouvoir contraster, et c'est l'une des grandes parties dans les publications, dont j'ai mis quelques photos là à droite, dans leurs publications réalisées après le recensement, en fait, ils vont comparer la population à Bombay en 1901 par rapport à ce que c'était, disons, plutôt en 1891, et ils essayent d'en estimer, et on a là une forme de mémoire quantitative, mais très désincarnée, d'estimer le nombre de personnes qui sont décédées, tout simplement, suite à l'épidémie, qui soit sont décédées, soit sont parties, parce qu'il y avait également beaucoup de mouvements de fuite. Et c'est l'une des premières traces qui nous reste, mais sans doute pas la plus intéressante. Ce qui est assez particulier avec ce recensement, c'est qu'à Bombay, en fait, ils en ont fait des volumes et des volumes. Si on regarde aujourd'hui ce qui nous en reste, ils ont vraiment rédigé des centaines et des centaines de pages sur, finalement, ce moment de la pandémie. Et ce sont des pages qui ont été informées assez particulièrement si on regarde finalement les cartes qui ont été produites à l'époque. En vérité, l'administration coloniale de l'époque n'était pas du tout préparée pour faire face à un événement pandémique, ce qui rejoint des préoccupations actuelles, pas quand on pense au Covid. L'outil qu'ils ont très vite mis en place pour essayer de gouverner malgré tout la situation, ça a été des confinements, mais alors pas des confinements personnels, plutôt des confinements par district, par quartier. Et tout au long des années 1896, 97, 98, ils ont mis en place des mesures de confinement de ce type en essayant surtout de ségréguer le quartier britannique, le quartier chrétien, le quartier des élites, coloniales ou autochtones, en essayant de se séparer du reste de la ville pour essayer de limiter la diffusion de l'épidémie. Ce dont ils se sont très vite rendus compte en tant que gouverneurs locaux, c'est qu'ils n'avaient absolument aucune information précise sur la composition de ces quartiers. Donc, définir un quartier colonial, un quartier des élites, alors ils en avaient de grandes idées, ils pouvaient regarder la forme et la taille des maisons, mais c'était quelque chose de très empirique. Et donc, tout au long de la collecte de ce recensement des Indes britanniques, ils ont essayé, et en fait, ils ont inclus tout un ensemble de questions, quartier par quartier, pour se dire, alors, c'est la carte que vous avez à gauche, quelles sont les religions majoritairement présentes dans ce quartier. Alors là, on le voit sur l'île de la ville de Bombay. Tous les quartiers qui sont représentés en jaune sont à majorité religieuse hindoue, mais on voit également les quartiers verts qui, eux, sont des quartiers à majorité chrétienne, ce qui permet déjà de faire une première distinction. Et dans chacun de ces quartiers, ils ont refait des cartes plus précises, dont je vous ai mis un extrait, par exemple, à droite sur le quartier du marché, où ils ont systématiquement interrogé bloc de maison par bloc de maison, finalement, alors d'une part sur la religion, mais également sur les castes, et puis sur la taille des maisons. Et à partir de toutes ces informations dispersées, ils en sont venus à définir, à destination des gouverneurs locaux, pour se préparer à de futures épidémies qui n'ont finalement pas eu lieu, des quartiers supposément homogènes, du point de vue des critères qui étaient pertinents à l'époque, à savoir la caste, la religion et la taille des habitations. Pertinent du point de vue de l'administration coloniale, évidemment.
Et c'est là qu'il y a quelque chose finalement d'assez intéressant. Si on prend du recul et qu'on revient en 2022, qu'est-ce qui nous en reste aujourd'hui à partir de ces documents statistiques? Que nous reste-t-il de la pandémie, de l'épisode épidémique de la peste chinoise à Bombay à la fin du XIXe siècle? Ben, il nous reste ces cartes de district qui n'auront jamais été appliquées telles quelles, mais qui malgré tout révèlent, en fait, peut-être pas, je parlais tout à l'heure du chiffre désincarné du nombre de morts et du nombre de survivants. On a là quelque chose de beaucoup plus incarné au sens où ces chiffres nous révèlent la mentalité de l'époque et le climat d'anxiété assez profond hein, qui s'était emparé de toute l'administration britannique coloniale pour essayer de comprendre et de trouver des mesures pour répondre à la situation. Et c'était finalement ce qu'on peut en retenir si on revient à la phrase d'Alain Desrosières, quantifier, faire des statistiques, c'est d'abord créer des catégories, puis ensuite les mesurer. On est là face à des critères, des catégories qui ont été définies par l'administration coloniale de l'époque, la caste, la religion, les tailles d'habitation, etc., qui ont été ensuite mesurées. C'est ça qui nous en reste. Et aujourd'hui, si on essaye de décrire une histoire de cette pandémie au travers des publications statistiques, on le regarde nécessairement avec les lunettes de l'administration coloniale de l'époque, parce que c'est elle qui avait créé les catégories. Et aujourd'hui encore, quand on fait des enquêtes statistiques, par exemple sur le Covid avec Epicov, on sait bien en fait que dans 100 ans, quand on reviendra sur ces documents statistiques, les personnes qui les regarderont dans 100 ans auront ce même sentiment d'étrangeté que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de ce genre de documents, parce que les catégories qui sont pensées pour créer les statistiques sont toujours incarnées dans un contexte et un moment particulier, notamment parce qu'elles sont créées par l'administration et que l'administration a des besoins très pratiques. Et aujourd'hui encore, dans nos enquêtes de statistiques sanitaires, on a des questions qui renvoient à des préoccupations très pratiques de l'administration sanitaire. Et de ce point de vue-là, ces documents statistiques ne laissent comme prise à la mémoire et à l'histoire des pandémies que des prises très, très inscrites dans leur temps. Je vais passer rapidement sur le deuxième exemple que je voulais aborder. Si on en vient à une autre forme de quantification, et qui peut intéresser aussi du point de vue de la mémoire des pandémies, aujourd'hui, au travers de ce qu'on a pu appeler le big data, l'une des formes de ce big data a été les traces numériques. Les traces numériques, c'est toutes si on les prend au sens propre, un ensemble de documents, de traces que des personnes, quand elles se connectent sur Internet, sur des dispositifs en ligne, vont laisser du fait de leur comportement en ligne. Et au cours de la pandémie, on sait qu'il y a eu un certain nombre de recueils d'informations qui ont été faites sur différents sites. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure, justement pour essayer de comprendre les comportements, alors via les comportements en ligne, mais les comportements pendant la pandémie. Et là, je vais vous donner un exemple qui était un corpus que j'ai pu étudier avec un chercheur qui s'appelle Emmanuel Didier. On a récupéré en fait une base que des journalistes du Monde avaient constituée, qui était la base de données des questions qui leur ont été adressées pendant la première année depuis le confinement, l'année 2020. Et ces journalistes, qui étaient donc les journalistes, les vérificateurs factuels du Monde, les décodeurs, comme ils s'appellent, en fait, avaient reçu un afflux de questions beaucoup plus important que d'habitude, et ils avaient fait cet effort de se dire, mais il y a sans doute quelque chose qui se joue, on va les rassembler dans une base, puis on va les passer à des chercheurs pour voir ce qu'ils peuvent en faire. Et effectivement, en fait, à partir de ces questions, on a un matériau qui est très riche et qui permet de poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui a été incertain? Quelles sont les questions que les personnes se sont posées pendant la pandémie? Alors, voici un exemple, plusieurs exemples de messages qui ont été envoyés aux décodeurs. Il y a beaucoup de questions très pratiques. Est-ce que je peux aller chercher mon épouse à l'aéroport si je remplace, si dans mon attestation de déplacement, je remplis telle case? Est-ce que je peux ou est-ce que je n'ai pas le droit? En tant qu'employeur ou en tant qu'employé, est-ce que mon employeur a le droit de maintenir 50% de mon salaire avec du chômage partiel, mais de ne le faire qu'à moitié? Ou des questions liées plus à des fausses nouvelles ou des désinformations, ou en tout cas des incertitudes sur, par exemple, la question de l'hydroxychloroquine. Et donc, on a tout cet ensemble de questions qui ont été collectées, qui sont donc aujourd'hui un matériau archivé, un matériau pour les statisticiens. Et on en avait fait à l'époque, avec Emmanuel Didier, une étude à partir de modèles que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont des modèles de statistiques textuelles, comme on dit, qui vont partir de ces messages
pour étudier les co-occurrences entre les mots et de manière inductive, de créer un certain nombre de topics, parce qu'on parle en anglais de topic modeling, mais qui sont un certain nombre de champs lexicaux. Et donc, on avait distingué un certain nombre de champs lexicaux. D'abord, toutes les questions ayant trait à l'attestation de déplacement, les questions ayant trait aux aspects très personnels et à l'organisation de la vie quotidienne pendant le confinement, c'est-à-dire est-ce que je peux aller chercher mes enfants à l'école, comment on peut faire. Et puis, des questions sur la pandémie, sur les sciences, sur la politique sanitaire ou économique pendant la pandémie, et puis des remerciements, parce que c'était malgré tout ça, la majorité des questions qui leur étaient envoyées, des messages qui leur étaient envoyés. Et donc, on a pu en faire une analyse à chaud, une quantification à chaud de finalement qu'est-ce qui était incertain, en remarquant que, par exemple, pendant la première quinzaine, c'était principalement des questions sur l'attestation qui avaient été posées, et puis que très vite, ces questions étaient devenues extrêmement minoritaires, et donc ça n'était plus une source d'incertitude au bout de 15 jours. Si on essaye de contraster un petit peu ces deux expériences de quantification, la différence sans doute fondamentale entre ces deux formes de constitution de matériaux statistiques, c'est que dans le premier cas, on est bien dans le cadre étudié par Alain Desrosières que je vous citais en introduction. Les statistiques, c'est d'abord, dans le cadre d'un recensement, comme celui des Indes britanniques, créer un questionnaire avec des catégories qui sont pensées par les statisticiens. Ils ont créé des nomenclatures de castes qui n'étaient pas du tout aussi figées et normalisées que ça avant l'occupation coloniale. Ils ont créé des nomenclatures de religion, de la même manière en créant des frontières qui étaient en partie bien fondées, en partie artificielles. Et une fois qu'ils ont créé ces catégories, ils ont administré des questionnaires. Et c'est ça qui nous reste aujourd'hui. Dans le cadre des traces numériques, et par exemple de cette base de données des questions adressées aux vérificateurs factuels, d'une certaine façon, le matériau est collecté avant que l'on définisse les catégories qui seront pertinentes pour l'analyser. La base a été constituée, alors elle est constituée, il y a quand même un filtre qui est que ce sont des questions qui étaient envoyées au décodeur du monde et pas ailleurs. Mais une fois que cette mesure a été faite, il reste à construire les catégories pertinentes pour l'analyser, pour interpréter le comportement vis-à-vis des pandémies. Et peut-être que ce qui est, voilà, c'est sur ça que je conclurai, mais ce qui est intéressant du point de vue de la mémoire que laisseront ces matériaux statistiques pour la pandémie, les chercheurs qui reviendront sur ce moment qu'a été le Covid-19 dans 100 ans pourront reprendre les bases de données qui ont été constituées à partir de traces numériques et recréer des catégories qui leur paraîtront peut-être plus pertinentes à ce moment-là. Ce qui n'est absolument pas possible avec cas très, très différents dans le cadre des enquêtes sanitaires. Et donc, on a peut-être là, du point de vue du travail de la mémoire et de l'histoire, un basculement épistémologique qui est intéressant. Merci. Sur les modèles, c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas du tout étudié. Je sais que d'autres chercheurs l'ont fait avec une approche similaire à la mienne, les modèles épidémiologiques ou de toute autre nature qui ont été créés et utilisés, et parfois utilisés jusqu'à l'abus pendant le moment du Covid-19. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on observe souvent dans ce genre d'exercice de quantification lorsqu'il est répété, c'est qu'on crée effectivement une catégorie, une convention à la base. On va mesurer, on va faire des essais de mesure, et très vite, en fait, on se rend compte que ce qu'on mesure ne rentre pas tout à fait dans la catégorie. Il y a toujours un effort de redéfinition des conventions, et c'est quelque chose finalement de classique à l'échelle de l'histoire de la statistique, même dans d'autres cadres absolument pas pandémiques. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'en fait, au moment, lorsqu'on a des éléments assez intenses comme une pandémie de ce type, en fait, la renégociation des conventions se fait à une échelle de temps beaucoup plus restreinte. Et on le voit sur un certain nombre de modèles qui ont évolué très vite pendant la pandémie, là où pour des nomenclatures, par exemple, je prends un exemple très différent, mais moi travaillant à l'INSEE, la nomenclature des catégories socioprofessionnelles, c'est tous les 20 ans qu'elle est remise à jour, parce que la question de la tension, finalement, de la mise en catégorie ne se pose pas du tout de la même manière. Plusieurs éléments de réponse. Premièrement, effectivement, on a quelque chose de beaucoup plus inductif lorsqu'on travaille sur les traces numériques, justement parce qu'on peut travailler a posteriori. Et donc, finalement, les modèles préconçus, en tout cas la façon dont on pense l'épidémie, n'est pas forcément censée informer la collecte du matériau. Cela étant, j'aurais tendance à croire qu'on est plus sur une différence de degré qu'une différence de nature. C'est-à-dire que si on reprend cette question des termes
Quantifier, c'est convenir puis mesurer. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, la phase de convention, elle peut revenir plus tard. Et entre ces deux exemples que j'ai présentés comme des paradigmes, en fait, on pourrait trouver toujours des formes intermédiaires. Et typiquement, dans le cas des questions qui ont été adressées aux vérificateurs factuels, certes, la convention des champs lexicaux, elle vient a posteriori. On a peut-être une meilleure vigilance épistémologique, encore qu'on se rende compte que beaucoup des questions traitent aussi des catégories administratives du temps présent, parce que les personnes dont on recueille la parole au travers de ces questions adoptent ce raisonnement et se posent des questions très concrètes sur leur vie quotidienne. Comment je remplis l'attestation? L'attestation, ça reste un outil administratif. On n'est pas à l'abri, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on aurait toujours cette possibilité de revenir a posteriori avec d'autres catégories d'analyse, potentiellement plus informées aussi par le temps long de l'histoire. La différence de degré, c'est sans doute aussi que, quand bien même on peut construire ces catégories d'analyse ex post, le recueil du matériau nécessite un minimum de conventions malgré tout au départ. Et ces conventions, c'est sans doute aussi finalement ce qui est accepté, ce qui est autorisé, ce qui a été accepté comme tel par les journalistes du Monde. Ils n'auraient pas accepté n'importe quelle question, ils en ont sans doute supprimé avant de nous les envoyer. Et malgré tout, voilà, on a quand même un cadrage. Et donc, l'enjeu, finalement, pour distinguer ces deux situations, c'est de savoir ce cadrage, cette phase de convention, où est-ce qu'elle se place. Et elle est sans doute morcelée et elle est plus ou moins rigide à différents endroits. Elle est beaucoup plus rigide dans le cas du recensement indien parce que le questionnaire a été construit. On ne peut pas revenir interroger les personnes en leur disant, alors si on avait changé le questionnaire en mettant telle et telle question différemment, qu'est-ce que vous auriez répondu? On n'a plus cette possibilité-là. On l'a encore un petit peu avec les traces numériques, mais sans doute plus marginalement. Oui, bah merci pour cette remarque. Effectivement, d'un point de vue de théorie mathématique, ce qui est certain avec cette question du changement des catégories, c'est que tout dépend du référentiel épistémologique dans lequel on se place. Et si on utilise des outils comme les tests statistiques de significativité, bah, il est certain qu'on ne peut pas trafiquer nos tests et trop souvent, on voit effectivement des papiers dans lesquels les tests sont modifiés a posteriori pour faire passer des seuils de significativité. C'est la faiblesse de la méta-analyse par rapport à la vraie analyse. Avec une méta-analyse, en choisissant les bons papiers et tout ça, vous arrivez toujours à prouver n'importe quoi. Et on sait bien qu'il y a certaines sciences, en particulier en psychologie, je sais qu'il y a des vrais soucis et une vraie vigilance épistémologique actuellement dans le champ de la recherche, justement sur ces questions de changement des catégories a posteriori. Là dans le cas que je présentais, je m'arrêterai là-dessus juste pour le préciser, mais on est dans un cadre qui est différent parce que ce sont des outils qui n'utilisent pas du tout cette notion de significativité. Donc, la question ne se pose pas de la même manière. Par contre, c'est vrai que tout dépend des outils qui sont utilisés. Et sur certains outils, comme par exemple les tests statistiques, on ne pourrait pas avoir la même souplesse et flexibilité dans l'analyse a posteriori. C'est ça. Et je vais m'arrêter là.